One Piece. Actuellement série comptant un total de 1144 chapitres, répartis en 111 volumes, cette histoire d'Eiichiro Oda naquit le 19 juillet 1997, date à laquelle Monkey D. Luffy, jeune garçon de 17 ans, décida de s'aventurer sur les mers pour devenir le roi des pirates, l'homme le plus libre des océans. En très peu de temps, One Piece s'est vite imposé comme étant la référence dans le milieu des mangas et a su regrouper toutes les générations sous le même pavillon. L'étendard des pirates au chapeau de paille. Décoré de plusieurs récompenses, à commencer par le Guinness World Record du plus grand nombre d'exemplaires d'une même bande dessinée publiée par un seul auteur que la série reçut en 2022. À l'époque, notre manga préféré avait plus de 490 millions d'exemplaires en circulation à travers le monde. Aujourd'hui, 3 ans se sont écoulés faisant ainsi progresser l'œuvre vers de nouveaux sommets. En outre, le dernier compte-rendu notifiait que One Piece avait plus de 516 566 000 exemplaires en circulation en 103 volumes. Ces chiffres datant d'octobre 2024. Depuis 1997, les années ont passé et notre jeune pirate est devenu l'un des 4 empereurs en lice pour accomplir son objectif. Seulement, après plus de 27 ans d'aventure créée par le sensei de toutes choses, il est temps de se poser une question. One Piece est-elle une œuvre parfaite ? Au cours de cette vidéo, je vous ferai part de mon analyse à la fois en tant que fan de One Piece, mais aussi en tant qu'artiste, car j'en suis également un, et à cet effet, j'ai une vision d'ensemble qui mérite d'être mise en avant au cours de cette vidéo. Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour répondre à une problématique digne d'un cours de philosophie tellement la question est complexe. One Piece est-il une œuvre parfaite ? Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est tout à fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Eh bien écoutez, maintenant que l'introduction est à présent achevée, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo, mais avant, je souhaitais ouvrir une petite parenthèse parce que d'une part, cette vidéo résulte de mon avis personnel sur le sujet, mais aussi, deuxième petit point, c'est que cette vidéo va contenir du spoil avec les différents chapitres, donc si toi derrière ton écran, tu n'es pas à jour au niveau des différents chapitres, cela pourrait occasionner quelques petits soucis. Bref, parenthèse à présent achevée, nous allons pouvoir démarrer notre vidéo en bonne et due forme. One Piece est-il une œuvre parfaite ? Personnellement, j'estime que l'utilisation du terme parfait, a fortiori dans le milieu de l'art, est erronée. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. J'irais même jusqu'à dire qu'une personne qui qualifie son travail de parfait reconnaît indirectement qu'il ou elle n'est pas capable de faire mieux. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde a la possibilité de faire un travail mieux fait qu'il a fait précédemment. C'est le cas lorsque l'on fait du dessin, lorsque l'on écrit une histoire ou toute autre chose. D'ailleurs, Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, et dit le sensei de toutes choses, ne fait pas exception à la règle. Exemple type qui montre que One Piece n'est pas une œuvre parfaite et que Eiichiro Oda lui-même cherche à constamment améliorer cette dernière, c'est le principe des mini-aventures qui permet à son auteur de développer certains axes qu'il n'aurait pas pu au moment de l'arc en question ou alors parce que la situation ne s'y prêtait tout simplement pas. D'autre part, déterminer si One Piece est une œuvre parfaite va dépendre aussi de nos goûts personnels en tant que lecteur. Chaque individu possède des goûts différents et à cet effet, une approche plus ou moins variée de si oui ou non One Piece est une œuvre parfaite. Dans mon cas, non, One Piece n'est pas une œuvre parfaite. Pourquoi ? Tout simplement parce que One Piece possède des réalités que je n'aime pas. Je peux même vous en lister 5 dans la foulée. Vous voulez qu'on fasse le test ? Eh ben écoutez, c'est parti. Numéro 1. One Piece n'est pas une œuvre parfaite parce que Vivi n'a pas rejoint l'équipage à la suite des événements d'Alabasta. Ce n'est pas une nouveauté, Vivi est ma waifu de l'œuvre et à cet effet, j'aurais adoré que cette dernière soit présente au cours de la suite des aventures de Luffy et son équipage. Au lieu de ça, Robin s'est imposé dans l'équipe au chapitre 217.
Oui, j'ai bien dit imposé, car Robin est la seule membre de l'équipage à ne pas s'être fait inviter par Luffy. Autant vous dire que même si ce fut bref, à cette époque, je ne portais pas vraiment l'archéologue de l'équipage dans mon cœur. Par la suite, Oda nous a révélé que Vivi était considérée comme la Mugiwara 5.5 de l'équipage dans le SBS du tome 76, créant ainsi la frontière entre l'équipage primaire et l'équipage secondaire des Mugiwara. Toutefois, il n'en demeure pas moins que j'ai été frustré que cette dernière ne puisse pas poursuivre l'aventure à cause de ses obligations de princesse. Ceci dit, il n'est pas impossible que notre princesse rejoigne l'équipage en tant que dernière Nakama, comme le montrent plusieurs indicateurs. Numéro 2. One Piece n'est pas une œuvre parfaite parce qu'Eiichiro Oda et la Toei Animation bâclent le développement de Nami. À défaut d'être un hater de Nami, ce que je ne suis absolument pas, puisque cette dernière fait partie de mon top 20 des personnages féminins que j'apprécie le plus, tout animé confondu, il va sans dire qu'au niveau développement que fait l'auteur sur cette dernière, en ce qui me concerne, c'est une catastrophe. Lorsque l'on regarde le parcours de la navigatrice de l'équipage et le développement qu'elle a reçu de la part du sensei de toutes choses, on passe d'un personnage capable de combattre un assassin professionnel, un membre du CP9 et un dieu utilisant le plus puissant des fruits du démon de type Logia, à un personnage noyé d'incohérence à ne plus savoir qu'en faire. D'autre part, depuis l'ellipse, il n'y a pas eu un arc où on n'a pas vu Nami avoir besoin de l'aide d'une tierce personne pour l'aider ou lui venir en aide. Sur l'île des hommes poissons, où Brook la protégea de l'attaque d'Ikaros au chapitre 640, à Dressrosa, quand Nami est sauvée de Doflamingo par Sanji au chapitre 723, même chose sur Zo, où ce dernier et Brook vont la sauver de Ship's Head de l'équipage de Kaido au chapitre 795. Même schéma sur Wano Kuni, et on ne parle même pas de Big Mom qui sauve Nami de Ulti. Ah oui, j'allais oublier Otama qui la sauve également. Pareil pour Marco avec Kaido ou, plus récemment, Robin et Sanji avec le S-Shark d'Egghead. Par ailleurs, nous avons un autre cas plus surprenant encore, voire même linéaire, puisque la Toei se permet le droit de réécrire certains passages qui ne figurent pas dans le manga, qui portent défaut à la navigatrice de l'équipage. Exemple type sur Punk Hazard, lorsque Zoro la sauve de l'attaque de Monet au chapitre 686 et que cette dernière qualifie Nami comme étant une faible alors que ce moment n'existe pas dans le manga. Pareil sur Whole Cake Island où on a Luffy qui la sauve de Cracker, alors que dans le manga ça n'existe pas non plus. Bref, je ne comprends pas pourquoi Oda et la Toei s'évertuent à vouloir faire passer Nami pour une assistée de service alors que cette dernière a un potentiel. Oui, non, on reste concentré, merci. J'ai dit on reste concentré. Bon, aux grands mots, les grands moyens. Ah, voilà qui est mieux. Je disais donc, je ne comprends pas pourquoi Oda et la Toei s'évertuent à vouloir faire passer Nami pour une assistée de service alors que cette dernière a un potentiel d'évolution extraordinaire. Un gros problème de développement chez Nami qui me désole au plus haut point. Personnellement, j'ai perdu espoir de voir un développement qui respecte la navigatrice de l'équipage avant la fin de l'œuvre. Il faut être franc et mettre les termes, Nami mériterait un développement 1000 fois mieux que ce à quoi elle est réduite actuellement. Toutefois, malgré son développement noyé d'incohérences et de facteurs X, Eiichiro Oda aura su respecter la navigatrice de l'équipage au moins une fois dans l'œuvre avec un développement digne de ce nom. C'est durant l'arc de Whole Cake Island que Nami a le plus brillé par le développement de son auteur et qui a su créer la stupéfaction générale au regard de tous. Plus précisément lors de son combat contre l'armée furieuse ou lors de sa première attaque avec Zeus. À cela s'ajoute le charisme qu'elle a eu au moment de ses retrouvailles avec Sanji au QG des pirates du Fire Tank. Très franchement, pour moi, c'est un des meilleurs moments de One Piece mettant en avant l'aspect sérieux de la navigatrice de l'équipage. À côté, ce qu'on a eu sur Onigashima me fait doucement rigoler. Le tout sublimé par de magnifiques tenues qu'elle porte durant l'arc. Oui, je plaide coupable, j'adore la robe rouge de Nami. Numéro 3.
One Piece n'est pas une œuvre parfaite à cause de l'arc Wano Kuni qui a réussi à me faire arrêter One Piece durant 3 ans tellement cet arc était interminable et dispensable au possible. Attention néanmoins parce que je différencie Wano Kuni d'Onigashima. Onigashima était nettement mieux, mais j'avais également hâte que ça se termine pour tourner la page Pays de Wa. Numéro 4. One Piece n'est pas une œuvre parfaite parce qu'Oda a décidé de faire mourir Ace. Bien que ce dernier ait justifié cela afin de faire avancer le développement de Luffy, il va sans dire que c'est l'un des moments les plus désagréables que j'ai pu vivre au cours de One Piece. En plus, dites-vous bien que j'ai découvert l'œuvre sur cette scène. Je ne plaisante pas, précisément, j'ai connu One Piece sur la mort d'Ace et la vente de Kaimi dans la salle des enchères de Sabaody. Oui, je sais, il y a de meilleurs moments pour découvrir l'œuvre de One Piece, mais je n'ai pas choisi de tomber sur ça. Numéro 5. One Piece n'est pas une œuvre parfaite parce que je déteste le personnage d'Usopp. La raison est très simple, depuis que je suis tout petit, je déteste tout ce qui se rattache de près ou de loin au conte de Pinocchio. Usopp faisant directement écho à cette histoire, de par son character design et sa personnalité de menteur chronique, ce dernier ne trouve pas grâce à mes yeux. D'ailleurs, si ça en tenait qu'à moi, je l'aurais retiré de l'équipage depuis belle lurette. Mais ça, ce n'est que mon avis. Même si ce dernier est un atout majeur en tant que tireur d'élite et qu'il est indispensable afin de faire évoluer le bâton climatique de Nami, il n'en demeure pas moins que ça ne me dérangerait pas de plus voir cet Uflop de malheur. Oui, j'ai bien dit Uflop. Dites-vous bien que ma conception de l'équipage parfait des Mugiwara diffère quelque peu de la version officielle. Sans surprise, ce dernier n'y figure pas. Et là, je ne vous ai cité que 5 éléments qui font de One Piece une œuvre imparfaite. À cela s'ajoutent les incohérences liées à la puissance, #Garp au Galaxy Impact par exemple, mais aussi l'énorme erreur de la Toei qui, il faut bien le souligner, a réussi à mettre sur le personnage de Robin une couleur de peau différente de ce que souhaitait l'auteur. Dites-vous bien que si cette erreur n'avait jamais eu lieu, il est fort probable que j'aurais tout de suite accepté Robin au sein de l'équipage et même au détriment de Vivi. Comme quoi, il suffit d'un seul détail pour changer la perception globale d'un personnage. Au lieu de ça, il a fallu patienter jusqu'à l'épisode 519 pour découvrir la nouvelle Robin qui est de mon point de vue bien plus jolie que sa version pré-ellipse. Cela dit, j'ai vraiment hâte de découvrir cette dernière dans l'arc d'Erbaf avec son ancienne coiffure et son teint de peau enfin respecté. À présent, nous allons pouvoir aborder un élément important qui peut être déterminant pour savoir si oui ou non One Piece est une œuvre parfaite. Depuis le début de son manga, Eiichiro Oda a su réaliser quelque chose d'extraordinaire. Faire évoluer l'ambiance de son œuvre à mesure que son lectorat d'origine grandisse. Aussi, en 1997, nous avions une œuvre destinée à un jeune public et depuis l'ellipse des 2 ans, Eiichiro Oda a changé le ton de son œuvre, laissant de côté certains éléments qui définissaient l'œuvre de One Piece auparavant. Démarche assumée de sa part pour confirmer le début de la course vers la dernière île Locktail. Ainsi, l'entrée dans le Nouveau Monde marqua l'arrivée de nouvelles thématiques et ambiances centrées sur la violence. Assassinat, meurtre, esclavage, voire même coup d'état, différents sujets que nous n'avions pas l'habitude de voir dans One Piece et qui sont dorénavant omniprésents. Personnellement, ce changement de ton ne me dérange pas à partir du moment où cela reste de l'ordre du raisonnable. De plus, pour le coup, l'excellente qualité d'animation que nous propose la série One Piece joue dans ce cas-ci en sa défaveur. Personnellement, en tant qu'artiste, j'estime que toute œuvre, a fortiori celle de One Piece, doit être pour tout public. Or, par moments, j'ai l'impression que c'est un peu limite en ce qui concerne la violence. La violence étant un peu trop accentuée, à mon sens, par certains endroits du manga et de l'œuvre. Il faut garder à l'esprit que l'œuvre s'adresse à un public jeune. Alors oui, effectivement, on est dans un monde de pirates et pas ce que je pourrais qualifier du monde des bisounours, là-dessus on est d'accord, mais le défi est de trouver un juste équilibre pour que tout le monde y trouve son compte. Or, quand quelqu'un d'adulte lit les différents passages que je qualifie de violents dans l'œuvre de One Piece, ça passe, mais quand on a affaire à un jeune public,
relativement jeune, et bah moi, des fois, il y a des fois où je me pose quand même quelques questions pour l'homogénéité par rapport au public, au lectorat qui lit One Piece. Le premier exemple que l'on a eu sur cette thématique-là est la mort de Belle-Mère lors de l'arc d'Arlong. Ensuite vient le tragique passé de Bois Hancock et ses sœurs sur Marie-Joise, où on a vu ces dernières se faire maltraiter par les dragons célestes, et ensuite on a eu la guerre au sommet. À partir de là, on a eu la mort de Ace, et après, nous avons eu l'ellipse des 2 ans. Et là, les choses n'ont fait que s'accroître davantage. Sur l'île des hommes poissons, avec le décès de la reine Otohime assassinée par Odi. Ensuite, sur Punk Hazard, avec l'expérimentation des enfants via César. Et par la suite, nous avons eu l'arrivée de l'arc de Dressrosa. Et là, Oda a choisi de développer toute la partie sombre liée à l'histoire de One Piece. Cela a commencé avec Doflamingo et le sordide massacre de la population locale qu'il y a eu juste après son arrivée. Ensuite, il y a eu l'esclavage du peuple des Tontata par la dynastie Don Quichotte. Et ensuite, le meurtre de la princesse Scarlett. Alors là, les amis, autant vous dire que c'est un des moments que j'ai le plus détesté dans l'arc de Dressrosa. Pourtant, Dressrosa est l'un des 3 arcs que je préfère, tout One Piece confondu. Mais là... Franchement, je peux pas. Je ne peux pas. À cela s'ajoute ce qui s'est passé durant l'arc suivant, sur Zou, avec la crucifixion de la population locale par l'équipage de Jack. Et en plus, comment ne pas évoquer ce qui s'est passé durant l'arc de Wano Kuni et le peuple réduit en esclavage par le shogun Orochi. Avec cela, l'exécution de Yasui et également l'exécution de Oden lors de son flashback, et il ne faut pas oublier l'assassinat de Toki Kozuki à la fin du flashback d'Oden. Sérieusement, des fois je me pose la question, pourquoi est-ce que Oda fait systématiquement mourir d'une façon tragique tous les personnages féminins antérieurs à la génération actuelle? Tous, que ce soit Belle-Mère, Nico Olvia, Otohime, Toki. J'en oublie d'autres. Oui, Scarlett. Mais mon Dieu, Scarlett. Toutes ont été tuées d'une façon tragique. C'est à se demander ce que Oda nous réserve pour la suite, parce que inévitablement on aura un flashback durant l'arc d'Erbaf. Sur quel personnage, on ne sait pas encore, mais il y aura un flashback, c'est sûr et certain. Il y aura probablement un personnage qui va mourir, lequel on ne sait pas encore. C'est à chaque fois une rhétorique que Oda adopte, et franchement, moi j'ai du mal avec ça. À présent, nous allons nous intéresser aux critères qui définissent One Piece. La narration de l'histoire et le style graphique de son auteur. À cela, on va ajouter un critère annexe qui va chercher à sublimer l'œuvre originale du sensei de toute chose et que l'on vient de voir précédemment. L'animation. Côté narration, Eiichiro Oda est probablement le roi dans ce domaine tellement il a d'aisance dans la gestion de son histoire avec des indices laissés un peu partout dans les différents chapitres et color spread qu'il propose. On retrouve également la présence de multiples foreshadowing qui datent parfois de plusieurs années, comme nous venons de le constater récemment avec l'introduction de Scopper Gaban, qui était présent sur la couverture du chapitre 631 parlant à Crocus et que l'on retrouve aujourd'hui en 2025. C'était il y a 13 ans. Gardez bien à l'esprit que la première fois que nous avons entendu parler du bras gauche du roi des pirates Goldie Roger, c'était le 1er décembre 1997, soit il y a 27 ans. Et on peut retrouver ce même schéma disséminé un peu partout dans le manga tellement ils sont nombreux. Par ailleurs, Oda est également un magicien dans la méthodologie qu'il adopte pour incorporer dans son histoire des événements se basant sur des faits réels, des mythologies ou encore de la culture cinématographique, le tout tourné à la sauce One Piece. Pour le deuxième critère, qui est le style graphique du sensei de toute chose, on se retrouve dans une situation différente car si Oda est connu pour être une masterclass dans la gestion de son histoire, il n'en est pas de même pour son coup de crayon qui est loin d'être parfait. En effet,
Au début de son manga, Eiichiro Oda nous avait habitués à avoir un style graphique élaboré avec des coups de crayon simples, dynamiques et efficaces, mais depuis quelques années, ce dernier a un style graphique qui est bien loin de ce qu'il avait au début. Ces divers problèmes de santé n'ayant pas arrangé la situation, aujourd'hui, il est parfois devenu difficile de pouvoir comprendre le coup de crayon du maître qui en est réduit à certains moments à l'état de dessin sommaire. Cependant, pour pallier à ce problème, il existe la série animée One Piece produite par la Toei qui nous permet de redécouvrir l'œuvre sous un angle différent et par conséquent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'Eiichiro Oda lorsque ce dernier tâte du crayon. Pour ma part, j'estime que si One Piece était dépourvu d'animé, je ne suis pas certain que je suivrais l'œuvre d'Eiichiro Oda. Étant une personne qui aime particulièrement suivre des histoires bien réalisées graphiquement parlant, One Piece ne trouverait pas grâce à mes yeux si l'anime n'existait pas. Pour finir, il est totalement normal qu'une œuvre telle que One Piece dispose de qualités et de défauts tellement l'œuvre est vaste. Cependant, il faut savoir s'adapter en fonction de ce que l'on préfère et ainsi se préparer de la meilleure des façons qui soit pour aborder la fin de One Piece qui se profile à l'horizon. Pour ma part, je continuerai de privilégier l'anime en complément du manga dès que ce dernier sera de retour le 6 avril prochain afin de faciliter ma compréhension de l'histoire d'Eiichiro Oda, le sensei de toute chose. Bon, et ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Nous, on est amenés à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!